nous allons recommencer avec Claude Petit, qui va nous parler du destin de moines cisterciens en Révolution 1789-1799. Claude. Bonjour à toutes les personnes que je n'ai pas saluées personnellement. Donc, le programme de la journée d'études s'intitulait « Les abbayes cisterciennes de la Révolution à nos jours ». Alors, il faut donc commencer par la Révolution. Bien sûr, la belle introduction de M. Jean Delmas nous dispensera d'une introduction sur les préliminaires de la Révolution au XVIIIe siècle. Je ne vais pas suivre le programme tel qu'il est noté. Je vais commencer par m'intéresser aux biens ruraux et j'enlève le masque. Je m'intéresse donc aux relations entretenues par le monde rural, les paysans aveyronnais, avec la fin des cisterciens. On sait que la richesse des ordres religieux, en particulier les cisterciens, a toujours été un motif de conflit avec le monde paysan. Si la volonté des fondateurs de vivre de leur labeur et de refuser les prélèvements féodaux a pu nourrir une certaine sympathie envers les moines blancs, rapidement les cisterciens se sont comportés comme tous les seigneurs, prélevant dîmes et droits seigneuriaux. De nombreux procès les ont donc opposés durant l'Ancien Régime, concernant en particulier les droits d'usage dans les forêts ou les redevances seigneuriales. Car la tutelle seigneuriale des abbés n'était pas moins lourde que celle des seigneurs laïcs. En 1789, la fermentation des esprits après l'annonce de la suppression des droits seigneuriaux met en effervescence les paysans. Leur première victime fut donc les châteaux et parfois aussi les abbayes qui sont aussi des symboles de la seigneurie. Le 12 février 1790, Bonnecombe est attaqué par une troupe de paysans, on dit qu'ils venaient de l'Albigeois. Les religieux ne parviennent à les éloigner qu'à force d'argent. 2 jours plus tard, l'abbaye est encore menacée par une seconde troupe qui est dispersée le lendemain par la garde nationale de Rodez, alertée par les religieux. Le 2 novembre 1789, les biens du clergé sont mis à disposition de la nation pour garantir les missions des assignats. En Aveyron, les ventes vont s'échelonner de 1789 jusqu'en 1799, mais pour les biens de première origine des abbayes en particulier, première origine, ce sont les biens du clergé, la plupart des ventes auront lieu en 1791 et parfois 1792. Elles ont produit, pour les abbayes cisterciennes de l'ancien Rouergue, près de 3 millions de livres. Galinière avec 411 900 livres est le bien national le plus cher qui ait été vendu en Rouergue, devant les Bourrines, qui a atteint 382 000 livres. Grâce à ces ventes, on peut avoir une évaluation de la richesse des abbayes aveyronnaises. Bonneval, 1 269 000 livres. Les chiffres sont approximatifs. Nonenc, 668 000 livres. Bonnecombe, 584 000 livres. Ce sont les 3 abbayes majeures. Ensuite, Beaulieu, 114 000 livres. Locdieu, 94 000. Lafalque, 74 000. Et Sylvanès, 72 000 seulement. Parmi les acquéreurs, très peu sont extérieurs à la province, la plupart de villes proches comme Montauban. Ainsi, Antoine Rousse, qui est de Montauban, ancien trésorier de France, donc muni d'une richesse assez importante, habite Montauban et
acquiert le tiers de l'abbaye de Beaulieu. Si de nombreux domaines vont être vendus en bloc, certains sont dispersés en lots. Ainsi, l'abbaye de Costejean, soumissionnée par 23 personnes qui vont se partager 52 lots. Certains fermiers montrèrent un grand intérêt aux ventes et purent acquérir les domaines d'importance. Ainsi, Cossanuet-Jules est acheté par son fermier, Galtier. Freycinus du Puech, qui était alors fermier du domaine des Bourrines, dépendant d'Aubrac, se rend acquéreur de la grange de Séveirac. Et Jean-Pierre Ségurette, fermier de Galinière et de Montbès, achète la Vessière. Certains acquéreurs sont simplement des spéculateurs et en particulier le procureur syndic du district de Saint-Geniès, chargé des ventes, Eyral Dubourg. À l'an 2, il sera suspect et on dit qu'il est prévenu de girondisme et d'avoir, en qualité de procureur syndic dans le district de Saint-Geniès, fait le commerce des biens nationaux et d'en avoir tiré de grands bénéfices. Les droits féodaux attachés aux abbayes et à leurs granges, les Sens, les Champards et autres, furent déclarés rachetables dans la nuit du 4 au 5 août 1789. Quelques droits étaient supprimés, mais la plupart étaient seulement rachetables. Ceux qui avaient de larges moyens rachetèrent les droits qui grevaient leurs biens. Ainsi, Jean-Baptiste Rey, meunier du moulin de Gars, dépendant de Bonnecombe, qui rachète pour 4 831 livres tous les droits tant en Champard que droits de mouture, cire et anguille dus à l'abbaye. Mais le rachat, en fait, a mécontenté la plupart des paysans. Ils préférèrent refuser de payer, occasionnant de multiples procès avec les acquéreurs. À Bernac, Charles Dijoux, fermier pour 8 ans depuis 1786, se plaint auprès du district de Gaillac que les droits féodaux ayant été supprimés sans indemnité, cette suppression lui portait un dommage considérable puisqu'on le prive de la quantité de 38 poules. À Moulares, dans le Tarn, les tenanciers de Bonnecombe refusent de payer les Champards et les Sensives. L'affaire va traîner devant les tribunaux jusqu'à la suppression sans indemnité de tous les droits féodaux qui aura lieu le 17 juillet 1993. Et cette suppression sans indemnité cause un préjudice aux fermiers des biens des abbayes, car parmi les biens à fermer, il y avait de nombreux droits. Après l'abolition de ces droits, les acquéreurs demandèrent, comme la loi le leur permettait, le remboursement des paiements effectués ou l'annulation de la vente. C'est le cas de Jean Espier, qui s'était porté acquéreur des rentes du moulin de Bonnefond, dépendant de Bonnecombe, au prix de 4 375 livres. Il a payé jusqu'en 1793 et ensuite il refuse de payer et demande la suppression, le remboursement de ces paiements. Plusieurs acquéreurs d'ailleurs renoncent à leur achat. Ainsi, le domaine 10, qui a été acheté en 1791 pour 145 000 livres, il est ensuite revendu, puisque l'acquéreur n'a pas voulu conserver son achat, il est revendu pour la somme de 101 000 livres seulement. Les bâtiments sont abandonnés par les religieux et restent sans surveillance. Ils sont mis au pillage par les populations voisines. Les archives sont dispersées, comme nous l'a rappelé M. Venturini. Les murs abattus, les fers enlevés. Par exemple, le 26 juin 1793, le juge de paix
du canton de Flavin portent plainte, dit-il, certains quidams ayant volé des ferrures de porte à Bonnecombe et quelques clous ou plates-bandes du pont. Jean Bertrand, l'un des témoins interrogés, dit qu'il a vu Viala qui arrache les ferrures du moulin à scie. Delmas, son voisin, lui dit « N'as-tu pas vu, Viala? Veux-tu que nous fassions comme lui? Comme tout le monde en prend ici. Quand nous en prendrions uniquement pour faire une ferrure de sabot, c'est autant de gagné. » À quoi le répondant lui dit « Fais comme tu voudras, pour moi, je n'en veux pas. » De suite, Delmas prend le même levier dont s'était servi Viala et va arracher du fer des portes l'écurie des chevaux. Et il vient, peu de temps après, vers le témoin, avec une bande qu'on appelle palastraque sous sa veste. Il la lui montre et lui dit « Va-t'en chercher ta part ». Et voilà, en l'an 2, le procureur syndic du département écrit au directeur de l'enregistrement à propos de Bonneval. Laisse en place les fenêtres, les boiseries qui n'ont pas été volées. Prends des renseignements sur les auteurs de l'enlèvement des cercueils de plomb et des tuyaux aussi en plomb de la conduite d'eau. Ce sera un exemple pour ceux qui voudraient les imiter. Fais encore des recherches pour retrouver le balcon et la plaque de cheminée qui ont été volés. Mais le pillage continuait malgré la surveillance. Le 30 Brumaire en 4, Bestion, commissaire à l'administration, dénonce des vols, des effractions, des pillages, notamment à Bonneval. Il écrit « Il est instant d'arrêter le cours de ces brigandages, sans quoi l'impunité qui enhardit le crime va porter une atteinte funeste à l'intérêt national. » Le 26 Frimaire, l'administration du département s'alarme de ces pillages. Le fermier de Bonneval demande à être déchargé de son inventaire parce que, dit-il, des gens attroupés se permettent journellement des pillages dans la maison et que déjà il en a été enlevé des effets en grand nombre, ainsi que des ferrures et d'autres matériaux. Le 12 Pluviose suivant, le président de l'administration du département signale à l'accusateur public le juge de paix du canton d'Estaing, qui tolère, dit-il, sous ses yeux, des dévastations dans la maison nationale de Bonneval. Le 11 Floréal l'an 2, durant la terreur donc, un membre du comité de surveillance Espalion demanda à Hérald Dubourg, encore lui, ce qu'il avait fait d'un tableau de Louis XV provenant de Bonneval et qu'il avait acheté. La réponse, il l'avait enlevé du cadre, fait bouillir et mis à la lessive pour enlever le vernis. Et que la toile se trouvant de bonne qualité, il en avait fait des petites chemises pour sa petite. Les vignes aussi attiraient la convoitise des paysans. Les religieuses de la Falque, rendant compte de leur dernier revenu, disent avoir vendu la récolte de 1789, la récolte en vin, aux enchères pour la soustraire à l'avidité du peuple qu'on avait égaré sur la propriété de ses fruits et qui se permettait tous les jours de dévaster leurs vignes. Le pillage devait continuer longtemps après la fin de la Révolution, laissant la plupart des bâtiments abbatiaux ruinés, les nouveaux acquéreurs ayant, en outre, utilisé ou vendu de nombreux matériaux. Partout, l'on abattait des bâtiments, l'on utilisait les antiques chapelles comme écuries. Notons tout de même que l'enlèvement des cloches des abbayes n'a donné lieu à aucun incident, contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer, sauf à Aubrac, où la cloche des perdus a donné lieu à un incident. À Verfeil seulement, les habitants du village voient passer une charrette avec la cloche de Beaulieu, alors ils l'arrêtent, ils prennent la cloche de l'abbaye et à la place, ils donnent leur petite cloche, ajoutant le prix supplémentaire pour racheter véritablement une belle cloche à leur église. Parlons maintenant des droits d'usage.
Question importante. Les forêts d'une superficie supérieure à 100 arpents, c'est-à-dire 50 hectares, étaient exclues de la vente. Ces bois, devenus forêts nationales, généralement grevés de droits d'usage, sont dévastés par les anciens usagers, ceux-ci considérant qu'ils en étaient devenus propriétaires. Le bois de Bonneval, par exemple, est l'objet de vols de bois nuit et jour. Et, dit-on, cette forêt sera totalement dévastée si l'on ne prend les moyens les plus prompts pour faire punir les délinquants. Mais personne ne veut dénoncer par crainte d'assassinat ou d'incendie. Les bois de Bonnecombe, ceux de Noninck, étaient aussi soumis au pillage. Les bois vendus le sont avec les droits d'usage qui leur étaient attachés. Ainsi, par exemple, la vente du domaine de Pussac est faite avec la faculté de prendre du bois dans les bois de l'abbaye pour les besoins de l'exploitation de la ferme de Pussac. Outre les droits de lignerage, s'ajoutait au contentieux un droit de dépaissance très fréquent sur les bois. Le domaine de la Rouquette, qui dépendait de Bonneval aussi, était grevé d'un droit de dépaissance au profit, par exemple, du meunier du moulin de la Rouquette, établi par acte du 28 mars 1583. Droit qui s'étendait sur les terres, hormis les prés et les devèzes. Il y avait aussi la faculté de prendre le bois pour le chauffage et pour l'entretien du moulin dans le bois dit de la Garenne. Les montagnes aussi avaient des droits d'usage. Ainsi, les montagnes du Trappe et la Caselle et le Cunc, qui appartenaient aussi à Bonneval sur l'Aubrac, étaient grevées de droits de dépaissance au prix des habitants de la communauté de la Rouquette Bonneval. Eyral Dubourg avait acquis ces montagnes. Encore lui, il les revend le même jour à 5 habitants du village de Curières, non sans se réserver un petit bénéfice, c'est-à-dire l'estive de 20 bêtes à perpétuité que les acquéreurs devront garder à leurs frais. Quelques revendications en propriété s'élèvent aussi sur ces bois. Baduel, négociant en bétail de l'Aïol, ayant soumissionné la montagne des Landes, la municipalité de l'Aïol revendique partie de la montagne parce que, disent-ils, elle a été usurpée par l'abbé de Bonneval et ses fermiers. Il est dit qu'en cas de reconnaissance de ces droits par les tribunaux, la valeur en serait distraite pour la vente. Pour conserver leurs droits, certaines communautés tentent d'acquérir les biens vendus. Ainsi, les habitants de Rocobel s'associent et le 31 mai 1791, ils se portent acquéreurs du domaine de France et du bois d'Autignac qui lui était joint, bois sur lequel ils jouissaient d'un droit de dépaissance. Les habitants de Sauveterre, le 19 prairial en 2, passent un acte devant notaire pour s'assurer de certains biens qui dépendaient de la grange de Bonnefond. Les adjudications furent effectuées, mais en vertu de cette coalition, elles furent annulées et les auteurs dénoncés au comité révolutionnaire du lieu en vue de leur mise en accusation. Les litiges relatifs aux droits d'usage et de dépaissance sur les forêts nationales devaient se prolonger bien après la Révolution. Nous n'en ferons pas l'historique. À l'occasion de la vente des biens de l'abbaye de Sylvanès, la commune revendiquait aussi des droits de dépaissance sur les bois. La valeur de ces droits sera calculée et soit la valeur de biens en sera amputée, soit il sera procédé à un partage au dire d'experts.
Par délibération du 26 février 1991, les citoyens actifs de la commune de Coussergues demandent la suspension de la vente du bois de la Gamasse qui dépendait de Galinière, dont le fermier devait entretenir le four et fournir le bois et le fournier. Ils demandent la cession du bois et la fixation d'une indemnité au titre de compensation. Devant l'échec de leur demande, le 26 pluviose en 6, les habitants s'attroupent pour se partager le bois. Malgré le discrédit des moines, la spoliation des biens d'église fut ressentie dans les campagnes comme une injustice. Si en 1789 la vente des biens des monastères n'ont pas soulevé de problème, la politique anti-religieuse de la Convention souleva une certaine hostilité, surtout dans la paysannerie attachée à ces pratiques et à ses prêtres. À partir de 1794, les brigands royaux, comme ils se faisaient appeler, principalement dans le nord du département, attaquent les acquéreurs de biens nationaux, victimes désignées, spoliateurs des biens de l'Église. Les brigands se permettent d'envoyer des billets pour les prévenir de leur passage. Ainsi, Chélon, propriétaire d'une partie de la montagne du Trappe de Bonneval, les brigands, certains masqués, après avoir pénétré dans la maison, exigent de l'argent ainsi que l'intérêt de la montagne achetée de la nation. Maintenant, parlons aussi des hommes et de leur destin. À la veille de la Révolution, M. Delmas en a parlé, les abbayes sont en déclin. Décriées par le courant philosophique, la vie monastique n'attire plus. Bonneval compte encore 13 religieux, mais à Beaulieu ou Locdieu, il n'en reste que 4. Seule l'abbaye de Ninck attire encore, puisqu'on trouve encore 17 religieuses. Après le décret mettant les biens de l'Église à la disposition de la nation, celui du 13 février 1991 interdit les vœux monastiques et prononce la suppression des congrégations qui n'ont pas une vocation hospitalière ou enseignante. Les religieux seront pensionnés par l'État. Ceux qui le souhaitent sont autorisés à continuer leur vie en communauté et ils sont regroupés à l'abbaye de Bonnecombe. Mais rapidement, les mesures contre le clergé vont se renforcer. Les religieux sont expulsés des monastères. La plupart se retireront dans leur famille. Le 14 août 1992, tous les individus percevant une pension ou traitement de l'État, dont les religieux, doivent prêter un serment de liberté et égalité. Je jure d'être fidèle à la nation et de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en les défendant. La répression qui touchera principalement le clergé séculier, réfractaire au serment, va aussi s'étendre aux anciens moines qui le refusent. Durant la Terreur, d'aucuns montreront une forte résistance aux idées nouvelles. Ainsi, Mathieu Belloc, ancien prieur de Sylvanès, devenu curé de la paroisse, insermenté et déclaré émigré. Durant la Terreur, 2 religieux subiront la déportation. Jean-Jacques II, religieux de Bonneval, détenu à Rodez en avril 1993, est ensuite déporté à Figeac. Jean-Antoine Riols, religieux de Beaulieu, arrêté pour avoir refusé le serment de liberté, est détenu à Rodez, puis déporté à Bordeaux. Heureusement, tous les 2 reviendront. Jacques Lagarde, moine de Bonneval retiré à Espalion, sera lui détenu comme suspect et, on le dit, fanatique, modéré, girondiste, c'est-à-dire girondin, et aumônier des fanatiques. Il sera libéré lui aussi après le 9 Thermidor.
Jean-Émeric Josion se cachera pour échapper à la surveillance. Interrogé le 29 Brumaire en 2, il déclare qu'il venait du canton de Concourès où il avait mené une vie errante, tantôt dans les champs, tantôt dans les bois, sans oser se montrer. Il prenait ses vivres partout où on voulait lui en donner, mais il ne connaît pas les maisons où il allait prendre ses provisions. Il n'allait pas dénoncer des amis. Il s'est caché dans ce pays depuis 7 mois. Il n'a prêté aucun serment, il n'a dit ni la messe, ni administré aucun sacrement. On n'est pas obligé de le croire. Il n'a même pas entendu la messe, dit-il. D'autres religieux vont opter pour une autre solution, pour la rupture avec la vie religieuse, comme Jean-François Moïc, ancien moine de Beaulieu, qui prête, lui, le serment de liberté, égalité, le 12 septembre 92, puis se marie. Gabriel Bouillet, ancien syndic de Bonneval, devient procureur de la commune en mai 93. Jean-François Fénelus, moine de Beaulieu, devient maire de Parisot en 1792, puis commissaire du directoire exécutif du canton, de son canton, sous le directoire. Ce qui lui vaudra un surnom, l'abbate folle, l'abbé fou pour... Des recherches approfondies, bien sûr, permettraient probablement de retrouver certains cisterciens assurant le culte paroissial en remplacement des curés assermentés. Voilà ce que l'on peut dire des abbayes durant la Révolution. Merci. Merci beaucoup Claude d'avoir abordé ce sujet de la Révolution française. On a bien perçu un peu la grande rupture que ça a pu être dans des communautés qui s'étaient construites, qui étaient nées avec ces repères mis en place durant le Moyen-Âge et qui, dans cette période-là de flou, perdent ces repères et quand même se livrent aussi à ces activités de prédation pour certaines. Moi, j'ai simplement un souvenir à vous faire partager. Quand j'avais fait mon tour de mes granges cisterciennes de Bonneval, il y a plus de 10 ans maintenant, j'avais vu la grange de Bonnechar, qui est une grange de Bonneval qui est située en Lozère, à Grand-Vals, donc à 1200 mètres d'altitude, où il ne reste rien de la présence de Bonneval, mais vraiment rien du tout. C'est un hameau isolé sur le plateau lozérien. On est à 25-30 km à vol d'oiseau de Bonneval à peu près, donc c'est quand même assez éloigné. Les archives, le peu d'archives qu'il reste sur cette grange de Bonnechar montrent que c'est un domaine très primitif de Bonneval dès les années 1150, mais que dès 1160-1170, le domaine ne grandit plus parce qu'il y a trop de grands seigneurs autour qui empêchent la fondation d'une grange à proprement dite. Mais ce domaine va végéter jusqu'à la Révolution française, puis être vendu bien national. Pourtant, sur le domaine, même s'il ne reste rien de Bonneval, les habitants ont toujours un droit de coupe dans la forêt de la Roquette Bonneval. Et donc ils savaient, à travers les siècles et à travers la Révolution, que leur terre dépendait de Bonneval. Et chaque année, ils vont avec leur tracteur, ils font les 20 km à tracteur, et leur remorque, aller chercher les bois qui sont marqués par les officiers des eaux et forêts, et les bois donc, qui sont un usage médiéval du XIIe siècle. Donc il y a quand même des usages qui ont perduré à travers la Révolution. Ensuite, peut-être repréciser, ça c'est le professeur d'histoire du secondaire qui parle, on a parlé de Girondins, de Montagnards, donc on est en 1792, la Première République, et donc la première assemblée qui est élue est la Convention, et les députés se sont regroupés par affinité. En haut, les Montagnards, ce ne sont pas les députés des Pyrénées ou des Alpes, c'est simplement qu'ils étaient en haut de l'Assemblée, dans des bancs en bois. C'est des députés plutôt de gauche et d'extrême gauche, on dirait aujourd'hui, même si c'est des comparaisons qui ne font pas raison. Tandis que les Girondins, c'est les représentants des grandes villes de Bordeaux, Nantes, Toulon. C'est des bourgeoisies du XVIIIe siècle qui sont enrichies par le commerce, notamment le commerce triangulaire et l'esclavage, et qui, dans l'Ancien Régime, étaient bloqués par le plafond de verre des privilèges et de leur non-appartenance à la noblesse, même si certains ont racheté des titres. Et donc à la Révolution, ces hommes d'affaires, enrichis par l'esclavage, vont se porter à la députation et vont former ce groupe des Girondins. Ça va se passer assez mal, la cohabitation entre les Montagnards et les Girondins va se passer assez mal, d'abord au détriment des Girondins,
puis au final des montagnards. Voilà, juste pour replacer ces éléments-là.